conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, il a occupé une place unique à l'Élysée avant de vouloir défendre lui-même ses idées à la présidentielle. À l'heure où la page Sarkozy se tourne, quel regard porte-t-il sur l'échec de celui dont il a été si proche? Gaulliste et séguiniste, quelle analyse fait-il de la victoire de François Fillon, son ancien codisciple? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur Henri Guénaud, que nous avons rencontré ici à la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Henri Guénaud, bonjour. Bonjour. Alors, plus de 4 millions de personnes ont voté à la primaire de la droite et du centre. Vous avez annoncé que vous iriez vous promener. Vous y êtes allé finalement? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé me promener. Ah ouais? Vous allez vous promener. C'est pas de la provoque un peu? On s'intéresse au discours politique dans Déshabillons-les. Vous êtes une ancienne plume, vous faites attention aux mots. Dire je vais me promener, c'est pas un peu de la provoque? Non, ça exprime l'importance que j'attache à ce scrutin, voilà, qui est un peu une farce. Voilà, c'est une forme d'escroquerie démocratique. D'accord. Bon, on y reviendra après avec votre candidature, ce que vous pensez de la primaire. Mais bon, pendant que vous vous promeniez, François Fillon, gaulliste et séguiniste comme vous, a été désigné candidat de la droite et du centre. Je vous propose d'écouter un extrait de son discours au soir de sa victoire. Les électeurs de la droite et du centre ont trouvé dans ma démarche les valeurs françaises auxquelles ils sont attachés. Ces valeurs, je les défendrai. Et nous les partagerons avec tous ceux qui, dans leurs différences, aiment la France. Personne ne devra se sentir exclu d'une société que je veux plus juste et plus solidaire. Voilà, plus juste et plus solidaire. On est loin du thatchérisme. Finalement, vous en pensez quoi de ce discours ? Il y a les mots des discours et puis il y a les mots des programmes. J'ai écouté François Fillon l'autre soir dans le débat avec Alain Juppé. J'ai lu son programme, ses documents de campagne, et je ne vois pas très bien le rapport entre la solidarité et la justice et son programme économique et social. On peut coller des mots solidarité et justice partout. Encore faut-il après les traduire en programme. Je ne vois pas très bien en quoi dynamiter l'assurance maladie, c'est renforcer la solidarité. Je ne vois pas très bien en quoi affaiblir la protection des chômeurs, c'est renforcer la justice. Le fait de mettre des mots comme ça, avec le programme qu'il a, ça vous paraît quoi alors? Vous qualifieriez ça comment? Au mieux une distorsion sémantique. Mais en même temps, ça peut marcher, non? Ça a fonctionné finalement, puisqu'on a vu... Mais je sais pas, moi je ne m'intéresse pas à ce qui fonctionne et ce qui marche. Si ce qui marche, c'est de mentir, si ce qui marche, ce sont les faux semblants, si ce qui marche, donc ça, c'est du mensonge mettre... pour vous, quand il dit ça, c'est du mensonge? Ben, soit le mensonge est dans le discours, soit le mensonge est dans le programme. Ou alors nous n'avons pas la même définition de la solidarité et de la justice. Voilà. Je pense que cette idée qui est celle d'une droite qui n'est pas la mienne, qui veut construire une France qui n'est pas la mienne, en effaçant tout l'héritage de la résistance, de la sécurité sociale. Il faut s'en rappeler, c'est l'œuvre du gaullisme. Le gaullisme, c'est la sécurité sociale juste après la guerre. C'est aussi l'assurance chômage en 1958. Je ne vois pas en quoi vouloir en finir avec tout ça, vouloir anéantir cet héritage, anéantir au fond le modèle républicain, car c'est bien de cela dont il s'agit. Vous savez, si on commence à demander à tout le monde de faire sa propre retraite, sa propre assurance maladie, sa propre protection avec un filet de sécurité juste pour les plus pauvres, c'est le modèle américain. C'est le contraire, du modèle républicain et c'est le contraire de l'héritage gaullien. Mais alors, Nicolas Sarkozy, que vous avez... côtoyé pendant longtemps. Alors justement, lui, il a annoncé qu'il ralliait François Fillon au soir du premier tour. Comment vous expliquez ça? Je pense qu'il a jugé que c'était son devoir de chef de la famille politique qu'il a dirigée, voilà, je suppose. Il a rallié celui qui est arrivé en tête, quoi, finalement, c'est ça? Oui, il a pris acte du résultat de la primaire. Il a choisi, sans doute, entre les deux, celui qui était le moins éloigné, mais...
voilà, c'est son choix, ça n'est pas le mien. Si j'ai le souvenir du quinquennat auquel nous avons participé, François Fillon comme Premier ministre et moi à l'Élysée, je pense que les différences entre les deux hommes sont tout à fait considérables. Entre Nicolas Sarkozy et François Fillon? Oui, bien sûr, sur ces sujets-là en particulier. Donnez-nous une différence peut-être, une grosse différence que vous avez pu observer pendant le quinquennat avant. Une différence, c'est que l'un courait après des politiques d'austérité pendant tout le quinquennat, même en plein milieu de la crise financière, ce qui aurait, s'il avait été suivi, ça aurait été une catastrophe abominable. Faire une politique d'austérité au milieu d'une crise de ce genre, c'est intenable. D'accord, est-ce que ce qui a été fait, c'est pas ce qui a été fait? Voilà, c'est parce que ce n'est pas ce qui a été fait. Des divergences ensuite, toujours sur le moment où il fallait augmenter les impôts, ou l'ampleur d'augmentation des impôts. Nicolas Sarkozy en a fait une partie, c'était déjà trop. François Fillon en voulait beaucoup plus. Il y a aussi autre chose qui me paraît très important dans cette approche des politiques économiques, sociales. Si on veut bien admettre que derrière, il y a des vies. Ce sont des vies qui sont en jeu. Et des vies qu'on peut abîmer, qu'on peut faire souffrir. Et je trouve qu'il y avait, il y a chez Nicolas Sarkozy, et il y a eu pendant le quinquennat, peut-être beaucoup plus d'humanité qu'il n'y en a chez François Fillon lorsqu'il aborde ces questions-là. Voilà. Alors justement, donc on voit que vous n'êtes pas tendre avec François Fillon et pourtant... C'est pas un problème de tendresse. Un diagnostic dur. Quand je dis pas tendre, c'est pas... c'est pas l'homme. Vous l'avez dit, vous distinguez l'homme du programme. Mais alors, vous avez aussi... Le programme, excusez-moi, vous dites de la tendresse, mais ce programme est-il tendre pour quelqu'un? Est-il empreint d'une grande tendresse humaine? C'est ça le problème. D'accord, donc pas tendre, moi qui suis dur, avec un programme pas tendre. Voilà. Cela dit, vous avez aussi parlé parfois de François Fillon, l'homme. Oui. C'est arrivé dans certains documentaires. Je vous propose de revenir sur ce que vous avez dit, sur ce moment aussi où vous l'avez côtoyé, quand vous êtes conseiller spécial à l'Élysée et lui Premier ministre entre 2007 et 2012. Et c'est suivi de l'analyse de Michael Darmon. On commence par le portrait de François Fillon par Henri Guénaud. Enfin, une petite extrait. J'ai fait ça, moi. C'est court. C'est quelqu'un qui croit à la rédemption par la douleur. C'est d'ailleurs, voilà, c'est souvent le sens de sa politique. Il pense qu'il faut souffrir pour être sauvé. Mais c'est une attitude, une position intellectuelle et morale fréquente en Europe. Elle n'est pas propre à François Fillon. Ce sont les enfants séparés du séguinisme. Ils sont nés dans le même creuset, celui donc créé par Philippe Séguin autour du gaullisme social. Ce qui est intéressant, c'est quand il explique que François Fillon est persuadé qu'il faut avoir une forme de rédemption, une souffrance pour pouvoir ensuite réussir et réparer au fond la société. C'est pas faux parce que durant son passage à Matignon, très souvent, François Fillon disait qu'il était dans une position christique. C'est-à-dire qu'en fait, il se sacrifiait parce qu'il avait compris que Nicolas Sarkozy n'allait pas faire la rupture annoncée et que lui allait effectivement dire les choses difficiles, être sans arrêt celui qui allait porter les mauvaises nouvelles. Il le fait dès le début du mandat avec sa fameuse phrase sur l'État en faillite pour pouvoir effectivement mettre en place cette rupture et les réformes qui semblaient absolument nécessaires. Concernant la défaite de Nicolas Sarkozy, ils ne se sont jamais retrouvés? Il n'y a jamais eu, après ce passage à l'Élysée, de rapprochement? Non, il n'y a pas eu de rapprochement, tout simplement parce que Henri Guénaud est resté fidèle de son côté donc à Nicolas Sarkozy jusqu'à une période plus récente, mais sans vraiment être en rupture. Tandis que François Fillon a commencé immédiatement son droit d'inventaire. François Fillon accuse très vite Nicolas Sarkozy d'être complaisant avec le Front National, ce qui a mis à ce moment-là Nicolas Sarkozy en rage. Oui, et Henri Guénaud aussi qui est accusé de trahison d'ailleurs. Absolument, de trahison. Donc dans ces cas-là, il y a effectivement une vraie rupture entre François Fillon et entre Henri Guénaud qui reste plus ou moins dans l'orbite de Nicolas Sarkozy, même s'il est un peu déçu. Et là, on avait l'impression, effectivement, ce qui rappelle que François Fillon était dans cette position, d'ailleurs, ce que vous dites aussi, christique, finalement, rédemption par la douleur, je souffre, j'endure pendant. Mais ça, c'est sa nature, c'est sa nature, c'était pas sa position. Il pense que le salut s'acquiert par la souffrance. Bien, souvent plutôt la souffrance des autres, comme beaucoup. Mais, Ah bon, il a souffert quand même, non, pendant 5 ans. Il a souffert pendant 5 ans. Oh, mais vous savez, il est très facile de se libérer de cette souffrance quand on est Premier ministre.
on prend sa lettre de démission, on la porte au président de la République et on part en vacances. Hein. Personne n'est obligé de souffrir pendant 5 années. Je n'ai pas souvenir que François Fillon ait à un seul moment émis le désir de quitter son poste. Oui, au contraire, il a voulu rester, notamment quand il y avait l'hypothèse Borloo pour le tout remplacer. Au contraire, il a tout fait pour y demeurer, ce qui était parfaitement normal, mais ça n'était pas l'expression d'un sentiment de malaise terrible. Juste sur vous deux, parce que c'est vrai que vous avez un peu le même parcours, hein, vous êtes tous les deux séguinistes en fait, proches de Philippe Séguin. Vous avez tous les deux rejoint Nicolas Sarkozy en 2006, au même moment finalement. C'est intéressant d'ailleurs de voir qu'il s'est rapproché de deux séguinistes au même moment. Qu'est-ce qui vous a séparé avec François Fillon? À quel moment vous avez cessé d'avoir la même lecture? Parce que vous étiez au départ tous les deux gaullistes sociales, non? Oui, écoutez, chacun peut se réclamer de ce qu'il veut. J'ai cherché des articles, j'ai pas trouvé... Parce que ces débats sont anciens, aussi anciens que notre rencontre. C'était des débats qui avaient lieu autour de Philippe Séguin. Dans les années 94-95, avant la paix. Moi, je ne suis pas... Je suis pas un porteur je suis pas le porteur d'une part de la Vraie Croix de Lorraine. J'ai pas de catéchisme séguiniste dans ma poche. J'observe simplement ce qu'ont été les combats politiques de Philippe Séguin. On peut pas dire que François Fillon ait toujours été le plus allant dans ces combats, ni qu'aujourd'hui ce qu'il souhaite faire, comme ce qu'il souhaitait faire d'ailleurs quand il était Premier ministre, soit parfaitement cohérent, concordant avec les combats qui ont été menés jadis par Philippe Séguin. Il y avait une vision chez Philippe Séguin beaucoup plus gaulienne et beaucoup plus sociale, qui tenait aussi à ses origines. Il y avait une densité humaine et morale chez Philippe Séguin qu'on ne retrouve pas chez beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui. Cela dit, je reviens, et d'ailleurs on voit dans l'extrait, hein, vous vous êtes beaucoup énervé contre François Fillon quand il a commis comme ça à différents moments, après 2012, des ruptures avec Nicolas Sarkozy, des ruptures avec ce qu'avait été le quinquennat. Ce ne sont pas les ruptures qui m'ont énervé, c'est que nous avons tous participé à ce quinquennat, chacun à notre place. Aucun d'entre nous n'était obligé de rester jusqu'au bout, si notre conscience était à ce point bouleversée par ce qui se passait. Si nous sommes restés, nous sommes comptables de ce quinquennat, de l'aspect positif ou de l'aspect négatif, des réussites, des échecs. Ça veut dire quoi, qu'on n'a pas le droit de dire, ce qui n'a pas marché dans le quinquennat? Mais on dit nous dans ce cas. On dit nous, on ne dit pas je. On ne dit pas je, on ne dit pas il. D'accord, on ne dit pas je et il. Non, c'est il. Hein, on ne dit pas il est responsable d'eux, on dit nous. Par exemple, je pense que nous avons fait une erreur en réduisant les effectifs de la police et de la gendarmerie. Je pense que nous avons fait une erreur en gardant trop longtemps le bouclier fiscal. Bon, nous... Voilà. Le moment où je me suis énervé, c'était après, au moment de 2012, quand il a fortement critiqué le quinquennat, comme s'il n'en était pas lui-même un des acteurs principaux. Mais vous disiez vous-même qu'il était parfois en désaccord avec Nicolas Sarkozy, donc Nicolas Sarkozy a décidé, il s'est senti exonéré, quoi. Mais je ne vois pas comment, en étant Premier ministre, en voulant demeurer, on se sent exonéré. Voilà, c'était ma remarque. Quand il se démarque comme ça du quinquennat, est-ce qu'il ne fait pas sa rupture, un peu sa rupture gaulliste? Le gaullisme, ça ne marche pas par rupture? Mais pas par rupture, pas ce genre de rupture. Le gaullisme, c'est une rupture avec le système. Le gaullisme, c'est une rupture avec la pensée dominante. Le gaullisme, c'est une révolte dont on prend la responsabilité. Quand on est un militaire, qu'on rompt avec sa caste et qu'on part tout seul à Londres, en étant ensuite dégradé, condamné à mort par contumace, ça, c'est le gaullisme. Mais enfin, il n'y avait aucun risque dans la rupture, dans cette rupture-là. Rupture n'est pas égale à gaullisme. J'allais dire, il y a rupture et rupture, si vous le permettez. Hein. D'accord. Il s'agit même, dans le cas du gaullisme, au fond, de rétablir la continuité de la France. C'est la rupture pour rétablir la continuité. Oui, pour rétablir la continuité de la France. Donc ces ruptures ne sont pas gaullistes. Et du coup, vous... Toutes les ruptures ne sont pas gaullistes. Toutes les ruptures, et celle-là non, particulièrement. Et vous, du coup, on va y venir là, dans un instant. C'est-à-dire s'exonérer de ses propres responsabilités n'est pas une rupture gaulienne, non. N'est pas une rupture gaulienne. Et vous, donc, vous maintenez votre candidature à l'élection présidentielle, là, après cette primaire, sûr, plus que jamais. Plus que jamais, voilà. Plus que jamais. Mais ce n'est pas une candidature contre François Fillon, c'est une candidature parce que je ne veux plus qu'on continue la politique comme elle se fait depuis tant d'années. Et ce que je reproche au programme de François Fillon, en particulier dans le domaine économique et social, c'est de pousser toutes les erreurs qui ont été faites depuis 40 ans encore plus loin.
D'accord. De quoi s'agit-il en fait? De quoi? De faire la politique de Thatcher et de Schröder? Alors, on va en venir maintenant à votre candidature. Alors, une candidature, il y a eu plusieurs étapes, hein, on va y revenir. Annoncée dès le mois de juin. On va revenir sur les étapes. Commenté par le spécialiste de l'opinion Jérôme Sainte-Marie. Alors, en juin, vous êtes candidat, mais d'abord, c'était à la primaire, hein, de la droite et du centre. Oui, mais j'ai prévenu à ce moment-là que si je n'obtenais pas le parrainage, ça montrerait bien que le système, comme je le pensais d'ailleurs, était totalement verrouillé. Et dans ces conditions-là, je serais candidat à l'élection présidentielle en dehors des primaires. Voilà. Absolument. Et déjà, vous n'en pensez pas du bien de ces primaires. J'en ai jamais pensé du bien. On va vous réécouter et le commentaire juste après. Vous avez eu d'autres échecs, Henri Guénaud? Oui, par exemple, j'ai pas eu mon parrainage aux primaires. Vous en avez, ça, Non, mais j'ai eu on a l'impression que échecs, vous n'êtes pas tellement battu pour avoir vos parrainages aux primaires. Oui, je me suis battu d'abord pour avoir ceux des parlementaires, puisque c'était le verrou. Vous en le avez plus eu combien? important. Ah ben, j'avais presque atteint le chiffre, puis ils sont partis un par un, c'était très intéressant, qu'ils n'avaient rien signé encore, ils avaient juste promis. Et après, ils vous ont appelé, Henri, je suis non, désolée. Non, même pas. Et ils vous ont pas appelé? La plupart du temps, même pas. Oui. Ils vous reprenaient plus au téléphone? Non, mais ils ont juste oublié de me prévenir. Et vous êtes toujours proche d'eux, du coup? Parce que, oui, vous savez, il faut... Comment ça s'est passé? Il faut avoir le pardon large dans la politique. Ce qui est très surprenant, et c'est là où il a affaibli terriblement sa position, c'est qu'il finit par accepter justement la primaire. Or, il y a un vrai problème par rapport au gaullisme. Dans l'idée même d'une primaire, on sait que les primaires à gauche mais aussi à droite, ça fonctionne comme une forme de tamis social, c'est-à-dire qu'on a finalement une composition assez élitaire. Les électeurs ne ressemblent pas du tout à l'ensemble de la France. On est très loin du rassemblement gaullien, qui était aussi un rassemblement social. On connaît la formule d'André Malraux en disant, peut-être le RPF à l'époque, c'est le métro à 8h du soir. Bien la primaire, c'est pas du tout le métro à 8h du soir. Ça ressemble à quelque chose de beaucoup plus bourgeois, de beaucoup plus installé. Là, c'était déjà accepter les règles du jeu, non seulement d'un parti, mais surtout aller se présenter dans un espace qui n'est pas favorable en réalité à une candidature comme la sienne. Candidat à l'Élysée hors primaire, vous êtes seul contre tous ou hors course? Non, hors course, hors de leur course. De leur course. Pourquoi seul contre tous? Ils vont faire leur primaire, ils se sont arrangés pour rester entre eux. Ça a été la concentration de tous les comportements politiciens, de toutes les tactiques politiciennes que les Français détestent, que je déteste aussi. Voilà, je ne veux rien avoir à faire avec ce genre de méthode. C'est une démarche totalement volontariste et qui n'est inspirée que par lui-même. Il n'arrive pas à faire croire qu'il y a une demande de l'opinion, un appel en quelque sorte du peuple ou de quoi que ce soit qui ressemblerait, ce qui fait qu'il essaye il prétend qu'il va jouer sa carte dans un espace qui est déjà très occupé, puisqu'au fond l'héritage gaullien est partagé entre plusieurs candidats possibles. On sait que le Front National essaye de s'en réclamer via Florian Philippot, que Nicolas Dupont-Aignan est sur les rangs, et enfin que certains participants à la primaire de la droite et du centre, par exemple François Fillon, ont essayé d'emprunter des accents souverainistes qui leur donnent un petit style gaullien. C'est très difficile de définir ce que c'est que le gaullisme, mais en tout cas, c'est quand même déjà un style. Et dans ce style, il y a un élément très important, c'est la rupture. C'est le fait de refuser quelque chose. Eh bien, qu'a-t-il au fond refusé Henri Guénaud? C'est Jean-Pierre Chevènement, dont il est assez proche par sa côté, a démissionné 3 fois, je crois. Lui, inversement, est resté fidèle à Nicolas Sarkozy. Et chose beaucoup plus importante, il y a une chose très gaullienne dans le dispositif électoral français, c'est le référendum. Et après le référendum sur l'Europe de 2005, il a accompagné finalement Nicolas Sarkozy en 2007-2008, lorsque le Congrès a ratifié le traité qui avait été refusé sous une forme à peine modifiée. Un petit peu modifié. Mais le traité qui a été modifié. Pas de rupture, pas de démission, dit-il. D'abord, je n'étais pas ministre. Ensuite, effectivement, je n'ai pas eu de raison majeure de démissionner. Je savais, quand je suis arrivé à l'Élysée, très bien ce qu'était la ligne de conduite de Nicolas Sarkozy. Je trouve que ce qu'il a fait pendant la crise, qui a occupé quand même une bonne partie du quinquennat, était peut-être une des attitudes les plus gaulliennes d'un président de la République depuis bien longtemps. Pas la rupture pour la rupture, ça n'a aucun sens. Quant au référendum, c'est l'opinion de M. Sainte-Marie, moi je vais vous donner la mienne.
Nicolas Sarkozy, moi j'ai voté non à la Constitution européenne, je ne suis pas un farouche partisan du traité de Lisbonne. Nicolas Sarkozy, pendant sa campagne présidentielle, avait parfaitement annoncé ce qu'il voulait faire. Les Français ont néanmoins voté pour lui en toute connaissance de cause. Personne n'a été trompé. Personne n'a été trompé. Je ne dis pas que c'était une bonne idée, je pense le contraire. Je pense qu'au bout du compte, la leçon qu'on doit tirer de cet épisode, c'est qu'il a creusé un peu plus la fracture démocratique et que donc il faut que ça n'arrive plus jamais. Et alors sur votre candidature aujourd'hui, donc d'abord, on l'a vu, les extraits d'ailleurs, c'est amusant quand vous blaguez là sur vos parrainages. Mais vous n'avez pas eu pour la primaire. Pardonnez-moi, c'était une émission d'humour. C'était une émission d'humour, c'était pas une émission d'information. Hein, donc c'est facile de dire avec désinvolture. Oui, c'était une émission un peu désinvolte. Mais cela dit, vous dites quand même ça. Non, l'impression qu'on a, c'est que vous n'y croyez pas du tout à un moment à ces parrainages dans le cadre de la primaire. Mais non, mais je n'y croyais pas. Mais pourquoi y être allé alors ? Mais parce que je voulais aussi montrer. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Moi, j'ai toujours été contre la primaire. J'ai été contre la primaire socialiste, qui nous a d'ailleurs donné le pire président depuis le début de la Ve République, et qui a mis le premier secrétaire du Parti socialiste à l'Élysée. Qui est une primaire, ça ne peut pas fabriquer l'homme de la nation, ça fabrique l'homme d'un camp. Ce qui est une trahison totale des institutions de la Ve République. On voit avec quel résultat. Donc j'ai toujours été contre. Elles ont été adoptées, elles étaient là. Il fallait prendre une position par rapport à ces primaires. J'ai dit très bien, je veux participer au débat, mais si, comme je le pense, ce système est totalement verrouillé, eh bien, la mainmise des partis, eh bien, j'irai. Voilà. Et sur votre candidature, justement, parce que là, nous aussi, on s'intéresse à la manière de faire de la politique. Alors, vous êtes candidat pour l'instant, vous allez chercher vos 500 signatures. Mais comment vous allez faire ? Parce que vous n'avez pour l'instant pas de comité de soutien, il n'y a pas de parti. Vous avez effectivement un accès aux médias. Mais vous préparez ça, du coup ? Bien sûr. Vous ne croyez pas que je vais faire. Je sais pas. Je vais me promener tout seul dans la campagne. Voilà. Non, mais. D'accord, donc vous vous activez pour cette, de manière du coup assez classique, avec tout ce qui peut être plus classique, le plus classique. Le plus classique avec peu de moyens, en espérant que les Français de bonne volonté me donneront assez de moyens pour que ce soit faisable. Maintenant, je crois que l'époque aussi de Big Malion, des dépenses somptuaires, de l'argent jeté par les fenêtres, elle est révolue. Je pense que les Français ont envie aujourd'hui d'une politique plus sobre et qu'on peut parler. Si les médias font leur travail, c'est-à-dire s'ils animent le débat démocratique convenablement. D'accord, via les médias, on peut, les réseaux sociaux, et puis aller à la rencontre des gens. On peut dire que vous n'avez quand même jamais fait les choses comme les autres, puisque les Français vous découvrent en 2007. Alors à l'époque, vous êtes la plume de Nicolas Sarkozy, mais déjà on vous voit dans les médias, ce qui est rare pour une plume. Je voulais vous montrer quelques... C'est pour ça que je ne suis pas une plume, les plumes ça ne parle pas et voilà. Ça ne pense pas. Alors vous étiez, à l'époque vous étiez plume, alors vous étiez plume, vous êtes devenu conseiller, vous étiez plume conseiller, c'est ça? Non, moi j'ai toujours fait de la politique en tant conseiller, en essayant d'apporter une contribution. Que ma contribution soit traduite en plus par des discours. Je n'ai pas commencé avec Nicolas Sarkozy, je vous le rappelle, mais avec Philippe Séguin et Charles Pasqua il y a bien longtemps. Mais j'avais la prétention d'apporter ma petite pierre à la pensée, à l'édifice programmatique, idéologique, stratégique, et pas seulement d'être une plume. Encore une fois, une plume, ça ne parle pas et ça ne pense pas. Moi, je ne suis pas un écrivain public. Et on voit un petit extrait. Alors justement, comme vous parlez, vous n'êtes pas une plume, on va le vérifier d'ailleurs. Mettre la pression sur la candidate de gauche, mais aussi conquérir son électorat. Une tâche confiée à cet homme discret, Henri Guénaud. C'est lui qui écrit les discours du candidat Sarkozy à l'attention des ouvriers. Ce matin-là, direction Saint-Quentin, dans l'Aisne. Henri Guénaud est du voyage. En 1995, Henri Guénaud mit en parole le concept de fracture sociale, cher au candidat Chirac. Et aujourd'hui, il savoure ce moment unique. Voir Nicolas Sarkozy s'imprégner une dernière fois des formules qu'il a ciselées pour lui. Dès le discours d'investiture, le duo Guénaud-Sarkozy a fait main basse sur les grands hommes de gauche. Ma France, c'est celle de travailleurs qui ont cru à la gauche de Jaurès et de Blum. Blum, Jaurès, à Saint-Quentin, Nicolas Sarkozy a bien l'intention d'en rajouter. Vous allez voir, moi, là, vraiment, je me suis fait plaisir. J'ai trouvé de très belles phrases de Jaurès, magnifiques. Bien sûr de Blum, parce que c'est important. Moi, je pense que ça fait très longtemps que la gauche n'a plus parlé des travailleurs, des ouvriers. Ça fait très longtemps qu'elle s'est plus beaucoup préoccupée de l'industrie. Ça va se jouer là-dessus, les élections. Donc ça va beaucoup jouer là-dessus.
Et alors là, quand on revoit ça, avec le recul, il y a plusieurs choses, mais on se demande au départ, mais pourquoi être allé voir Nicolas Sarkozy? Pourquoi avoir décidé d'aller... Bon, je ne suis pas allé voir Nicolas Sarkozy, nous nous connaissions depuis très longtemps. Je vous rappelle, ironie d'histoire, que Philippe Séguin, président du RPR, avait lui-même choisi Nicolas Sarkozy comme secrétaire général. Donc les relations entre les deux hommes étaient d'ailleurs étaient plutôt de bonnes relations. Et si j'ai accepté de travailler dans la campagne de Nicolas Sarkozy, c'est parce qu'il était, à mes yeux, l'un des rares hommes politiques de sa génération à croire encore à la politique. Vous savez, la politique française, elle est dominée depuis longtemps par l'idée que la politique ne peut rien. Voilà, elle ne peut pas agir sur les événements, elle ne peut rien changer. Enfin, je dis oui, cela dit, les hommes politiques passent leur temps à nous dire le contraire. Hein, non, c'est pas vrai. La plupart des hommes politiques vous disent je n'y peux rien. Hein, la plupart dans les campagnes. Pas en oui, campagne. Bien sûr, dans les campagnes, ils peuvent tout. Et puis, dès qu'elles sont finies, ils peuvent rien. Et l'idée générale dominante était qu'on ne pouvait rien. On ne parlait plus d'ailleurs de projets de société, on ne parlait plus de rien. C'était ce que Philippe Séguin a fini par appeler le Munich social. Donc vous avez senti ce volontarisme en Nicolas Sarkozy? Il y avait chez ça Nicolas qui vous a Sarkozy plu? un volontarisme que je trouvais de bonne aloi, voilà, que je trouvais tranché beaucoup sur le renoncement d'une bonne partie de la classe politique. Et on le retrouve aujourd'hui dans le programme de François Fillon, cette idée qu'au fond on ne peut rien faire, hein, sinon souffrir en attendant que ça aille mieux. Et concernant ces discours-là, on voit effectivement, enfin c'est ce qui est dit dans le reportage, hein, mais effectivement le fait de s'adresser aux ouvriers, enfin d'aller aussi un peu, alors ce qui est dit, chasser sur les terres de la gauche. Ça, c'était votre rapport en 2007, mais après il a perdu Nicolas Sarkozy au fur et à mesure. Ça a pu être le cas en 2012, ça a pu être le cas après. Vous n'a pas échappé qu'en 2012 on a perdu. Ah, non, je crois qu'il y avait encore, il y avait ça chez lui, mais il y a eu. La campagne 2012 a été compliquée, vous savez, elle est devenue très compliquée après l'épisode de Bayonne où il s'est retrouvé piégé dans une rue par des manifestants extrêmement violents. Ah bon, c'est ça, cette manifestation effectivement violente qui a été très importante. On a encore les images en tête, on va les revoir d'ailleurs. Elle était très importante, je crois, psychologiquement, parce qu'elle l'a conduit presque naturellement à s'enfermer dans les meetings. Et à ne plus faire que des meetings. Voilà. Et ça, il a eu peur, Nicolas Sarkozy, après ça, d'aller à la rencontre des Français? Il a eu peur, mais je pense qu'instinctivement, il y a eu une tentation d'aller chercher de l'énergie dans les meetings, chez les militants. Chez ceux qui étaient acquis, quoi. Oui, chez ceux qui avaient aussi cette énergie. La campagne de 2007 est une campagne où on impose le silence aux salles. Hein, on cherche pas les applaudissements, les acclamations. Pas les sifflets, pas les huées. Voilà, c'est parce que le silence et le partage. Si les gens vous écoutent... oui, non, il n'a pas suivi ce conseil Nicolas Sarkozy après. Hein. Il n'a pas suivi ce conseil Nicolas Sarkozy après. Il avait même théorisé en 2007, tout ça, et en 2012, ça n'a pas été le cas. Je crois que on a plus perdu sur le ton en 2012 que sur le fond. Sur le ton plus que sur le fond. Alors, je vous propose de revenir justement sur la suite de l'analyse de Michaël Darmon, qui va revenir sur l'évolution du quinquennat, le rôle des conseillers aussi. Et ça commence avec un extrait où on vous pose la question que je viens de vous poser. Pourquoi avoir choisi Nicolas Sarkozy de la part de quelqu'un comme vous? Ça surprend, on écoute votre réponse et la suite du commentaire de Michaël Darmon. C'est quelqu'un qui ne peut pas laisser faire, c'est quelqu'un qui est... Toujours besoin d'intervenir quand un problème se pose. Donc de ce point de vue-là, il n'est pas libéral. Il est libéral parce qu'il croit aux économies de marché, à la liberté, à la responsabilité. Voilà. Il n'est pas non plus communautariste. Il a fait toute une campagne contre le communautarisme et il n'est pas atlantiste non plus. Il a simplement dit que l'Amérique était l'ami indéfectible de la France, ce qui est vrai, que ça n'empêchait pas de dire à ses amis la vérité. Merci. C'est je dirais l'élément de langage officiel qui a été donné à Nicolas Sarkozy pour gagner. Parce que tout commence en fait entre Henri Guénaud aussi Nicolas Sarkozy, quand après le référendum de 2005 sur l'Europe, où le non donc l'emporte, eh bien Henri Guénaud pousse la porte du bureau de Nicolas Sarkozy, ils sont à l'UMP à ce moment-là, et il lui dit « mais de toute façon tu ne gagneras pas si tu restes atlantiste, communautariste et libéral ». Donc tu dois changer absolument. Et là, à ce moment-là, il est en phase avec le diagnostic également de Patrick Buisson. Les deux ont le même diagnostic. Et donc Nicolas Sarkozy leur donne la feuille de route et accepte qu'il travaille sur ce changement d'image. Nicolas Sarkozy, c'est un chanteur qui a besoin de parolier. Quand il n'a pas de parolier, on a vu ce que ça donne. C'est une catastrophe.
Donc, à chaque fois, tout au long de sa conquête politique, il avait des paroliers. Là, c'est l'époque du parolier, donc Henri Guénaud, qui lui écrit la chanson du roman national, la chanson du J'ai changé, la chanson du Moi, petit enfant de sang mêlé. Il paraît que de sang mêlé, ça vient de Sarkozy. Lui, il voulait dire moi, fils d'immigré, et Sarkozy. Oui, en fait, c'est un travail qui a été fait une nuit entière, si on voit quelques instants sur la manière dont ce discours a été composé, où ils sont tous les deux, tout seuls dans un bureau, et ils sont dans le ping-pong. Et donc, effectivement, c'est une sorte de maïotique où chacun apporte un mot et l'autre met un autre. Mais ce qui était clair, c'est qu'à ce moment-là, ils se sont rencontrés, et il le dit un petit peu dans cet extrait, mais évidemment, il ne va pas jusqu'au bout. Ils se sont rencontrés parce que ce sont deux écorchés vifs. Voilà, ce sont deux violons, parce que ce sont deux boules affectives qui ont une béance de ce point de vue-là et qui veulent absolument sans arrêt qu'on leur rappelle qu'ils sont aimés. Peut-être qu'il n'aimera pas entendre ça, mais c'est une réalité. Et donc le fait qu'ils se sont retrouvés à ce moment-là et qu'ils ont produit des discours très forts, parmi peut-être les plus forts des discours politiques contemporains. Alors, il y a un autre personnage où il y a eu sans doute une lutte d'influence, c'est Patrick Buisson. Henri Guénaud en a beaucoup parlé dans un récent documentaire. En cette fin d'année 2011, Nicolas Sarkozy tente un second mandat. Les sondages sont catastrophiques. Cette façon d'écarter l'économique et le social, de centrer sur le reste, elle donne un ton à la campagne. Et le ton, évidemment, devient de plus en plus... je trouve de plus en plus agressif, de plus en plus dur. La façon de faire de Patrick Buisson, c'est d'arriver avec une quantité d'études, d'opinions, de sondages, et de les passer au crible de ses propres critères. Et pendant tout le quinquennat, et à chaque réunion, Nicolas Sarkozy, au fond, sert les analyses que lui servent en permanence, que lui serve Patrick Buisson en permanence. C'est il y a un point, une droitisation absolue de la société française, et Nicolas Sarkozy dit j'en serai l'équilibre, je serai au point d'équilibre de la droitisation, donc il faut aller absolument sur l'identitaire, sur l'immigration, et on est bien avant encore les problèmes de terrorisme. D'accord. Donc ça part d'un diagnostic de Nicolas Sarkozy, pas d'une guerre d'influence entre Buisson et... Le diagnostic, en tout cas le choix de Nicolas Sarkozy d'aller vers le diagnostic de Patrick Buisson déclenche une guerre d'influence parce que, notamment Henri Guénaud et d'autres, mais plus particulièrement Henri Guénaud, essayent de contrebalancer cela. C'est vrai, il y a eu vraiment une lutte d'influence. Il y a eu des débats. Enfin, il dit Nicolas Sarkozy avait choisi. Hein. Finalement, à un moment, il a choisi la ligne entre guillemets buissonnienne. Oui, c'est en partie vrai, mais pas totalement vrai. Je pense que ce que dit Michaël Darmon est assez exact. Il a cherché un point d'équilibre en réalité. Donc, voilà, mais pour qu'il y ait un point d'équilibre, il faut qu'il y ait deux tensions opposées. Et à un moment, il n'y avait plus la tension. Une tension. Bon. si, c'est resté. On a eu des discussions jusqu'au bout. Je pense que si je n'avais pas été là, les discours de la campagne auraient été différents. Ah bon, voilà. Qu'est-ce qui se serait passé alors si vous n'avez pas été là? Dites-nous, là, c'est intéressant. Je ne sais pas, je me souviens Qu'est-ce que vous avez apporté? En quoi vous avez retenu? Je me souviens d'un discours en particulier, celui du Trocadéro, où Patrick Buisson, le matin, on relit le discours que j'avais écrit, on le relit tous ensemble, et il dit c'est trop mou. Hein, donc là, on a eu un débat assez vif. Ça veut dire quoi mou pour Patrick Buisson? Parce qu'on ne hurlait pas assez sur l'immigration, la sécurité. Voilà, j'imaginais, ce discours était déjà un discours fort. Moi, je crois à la fermeté, mais je ne crois pas à la violence, je ne crois pas à l'agressivité. Et faire un discours très agressif devant, 50 ou 100 000 personnes rassemblées sur la place du Trocadéro en pleine campagne électorale, je pense que ça n'était ni raisonnable ni responsable. Mais alors là, c'est intéressant parce que vous nous parlez de la campagne de 2012, on a l'impression que vous nous parlez de la campagne des primaires de 2016 où Nicolas Sarkozy finalement, entre-temps il a rompu avec Patrick Buisson, hein, et pour cause, avec ses enregistrements, mais on a l'impression qu'il est resté finalement sur cette ligne. Non, moi je ne souhaite pas commenter la campagne de Nicolas Sarkozy en 2016, ni d'ailleurs les autres campagnes. Je préfère ne plus parler de cette histoire de primaire. Bon, mon sentiment est que Nicolas Sarkozy n'aurait pas dû reprendre la tête de l'UMP comme il l'a fait. C'est un point de vue sur lequel on n'a pas été, on n'a pas été d'accord. Mais il aurait dû aller directement à la présidentielle.
éventuellement, si les circonstances s'y prêtaient, je pense que c'était mieux parce que je pense qu'il y a dans la classe politique aujourd'hui une tendance à occulter la dimension symbolique de la fonction présidentielle qui est malsaine. La fonction présidentielle, c'est d'abord une très lourde charge symbolique. Quand on a été président de la République, redevenir chef de parti, c'est extrêmement compliqué. Et alors repasser du statut de chef de parti au statut de président, c'est encore plus difficile. Voilà, mais aujourd'hui, on pense que la politique, c'est uniquement de la technique politique, de la technique de communication, de la stratégie électorale. Non, sur la présidentielle, on est dans un champ très différent, qui est un champ symbolique. Symbolique. Est-ce qu'il a négligé, alors, ce que vous dites ? Je pense que ça a été négligé, mais ce n'est pas le seul à négliger. Et pourquoi il a fait cette erreur, selon vous? Parce qu'il y a eu une opportunité, il n'a pas voulu la laisser passer, il a eu peur que l'histoire ne repasse pas les plats, entre guillemets. Je pense qu'il a pensé que c'était une opportunité. Il a pensé qu'un appareil politique, c'était absolument nécessaire pour la reconquête du pouvoir. Et je ne suis pas convaincu qu'il ait eu raison, je suis même convaincu du contraire, mais je l'ai assez dit à ce moment-là, je le lui dis, j'assume cette divergence. Et c'est ça qui vous a éloigné de lui, en fait, finalement? C'est-à-dire que ça provoque un engrenage et un type de campagne particulier. Moi, mon seul conseil, c'était quand on a été président, qu'on veut être président, il faut faire le président. Voilà, c'était. Faire le président, juste faire le président, c'est quoi? Et pas le candidat. Faire le président, c'est se comporter comme un président de la République et pas comme un candidat ordinaire. Voilà, d'accord. Donc éventuellement attendre, c'est ça, c'est savoir attendre, peut-être aussi attendre les circonstances. Mais vous savez, c'est aussi c'est d'abord attendre les circonstances, et puis c'est aussi la qualité et le défaut de Nicolas Sarkozy. C'est que sa qualité, c'est qu'il y a beaucoup d'humanité chez lui, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est certainement un des hommes politiques les plus humains, profondément humains que j'ai rencontrés. Et le défaut, c'est parfois trop humain. C'est-à-dire qu'au fond, tout se voit, il montre tout. François Fillon ne montre jamais rien, aucun sentiment, aucun. Voilà, c'est quelqu'un de très secret, très profilé sur lui-même. Autant Nicolas Sarkozy est quelqu'un qui étale son humanité, qui la montre, qui ne peut pas s'en empêcher. Ça a ses vertus et ça a parfois, je pense, dans l'exercice de cette fonction, dans la reconquête de cette fonction, ça a des inconvénients majeurs. Là, vous nous faites le portrait d'un François Fillon très président, en fait, finalement, qui a toutes les qualités, puisque finalement, il est dans la retenue. Non, parce que il y a une différence entre être totalement replié sur soi-même. Vous savez, tout l'art est d'avoir beaucoup d'humanité et de nous montrer que ce qui doit être montré dans la fonction, dans l'exercice de la fonction. Voilà. Je pense que, par exemple, Georges Pompidou, c'est un homme qui avait beaucoup d'humanité, une densité humaine très forte, et qui ne montrait que ce qui devait être montré. Mais on le sentait. Voilà. Maintenant, je regarde encore une fois, je ne veux pas juger les hommes et faire de la psychologie de café du commerce. Je regarde le programme ne témoigne pas d'une grande humanité. Je préférais celle de Nicolas Sarkozy. Voilà. Alors pour finir, donc on l'a vu, vous êtes resté... on va dire oui, voilà, loyal à Nicolas Sarkozy. Ça a été même après 2012. Et d'ailleurs, souvent, vous vous êtes mis en colère dans les médias quand Nicolas Sarkozy était attaqué. Je vous propose de revenir sur deux exemples de colère que vous avez pu avoir. Une contre le juge Gentil qui avait mis en examen Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bettencourt. D'ailleurs, vous aviez été à un moment condamné pour diffamation envers le juge, mais après, finalement, la Cour de cassation a annulé. J'ai été relaxé. Condamné en partie par la Cour d'appel. Et le jugement de la Cour d'appel a été cassé sans renvoi par la Cour de cassation. Par la Cour de cassation, voilà. Et puis aussi une colère face à Jean-Luc Romero sur le mariage pour tous. Ça n'avait rien à voir avec Nicolas Sarkozy. Qui, pour le coup, n'avait rien à voir avec Nicolas Sarkozy. Vous faites bien de le rappeler. Deux moments commentés par le psychanalyste et philosophe Jean-Pierre Winter. Donc on commence par vous face à Jean-Luc Romero sur le mariage pour tous. Moi, j'ai dû changer de nom par obligation à l'âge de 10 ans. Et croyez-moi, un nom de famille, ça n'est pas rien. Et avec cette idée avec le nouveau principe qui fait qu'on va donner le nom de famille des deux parents par ordre alphabétique. C'est pas vrai, on choisit. Non, c'est pas vrai. On choisit les noms et on les met dans l'ordre que vous souhaitez. Vous permettez? Je peux finir? Écoutez, moi, je ne vous ai pas interrompu, vous ne m'interrompez pas. Donc, mais vous parlez tout le temps. Désormais, avec tout ce que vous avez dit, moi, je respecte parfaitement vos opinions, vos convictions, votre vie. Vous ne souhaitez pas que je puisse me marier, donc vous ne me respectez pas d'une certaine manière. manière. D'accord avec vous. Mais non, mais comme sur les noms, vous vous rendez compte, les bêtises que vous dites, les noms, ça veut donc dire... Non, mais
Bon, je vous dis des bêtises, c'est pas, mais dire des bêtises, c'est pas des insultes. C'est très difficile de déterminer ce qui l'énerve vraiment, mais il est vrai que c'est énervant dans un débat que tout d'un coup l'interlocuteur change de plan. C'est-à-dire qu'on est au niveau des idées et tout d'un coup il lui dit « vous ne souhaitez pas que je me marie, donc ça veut dire que vous ne me respectez pas ». Ça n'a rien à voir. Au fond, sa colère, c'est, je l'entends comme ça, il y a une violence apparente qui est celle de ceux qui refusent le mariage pour tous, et il y a une violence souterraine de ceux qui veulent changer les lois de la filiation. Et donc, comme il a affaire à quelqu'un qui, même sans l'articuler, lui dit « mais enfin, bon, finalement, ça n'a pas tellement d'importance », il le ressent, ça a un écho en lui, ça résonne comme un déni de sa propre histoire. Dans l'affaire Bettencourt, en quelques heures, Nicolas Sarkozy passe du statut de témoin à celui de suspect. Il quitte le tribunal, mis en examen pour abus de faiblesse sur la milliardaire. Dans le bureau du juge d'instruction, l'ancien chef de l'État vient d'être confronté à plusieurs employés de la maison Bettencourt. Je conteste la façon dont il fait son travail, je la conteste, je la trouve indigne. Voilà, je le dis. Je trouve qu'il a déshonoré, un homme, il a déshonoré les institutions, il a aussi déshonoré la justice, parce que tout ça a des conséquences dramatiques. Voilà. Non, Nicolas Sarkozy n'est pas quelqu'un qui pouvait abuser de la faiblesse de quiconque. Non, c'est complètement grotesque. Il sera, suite à ça, poursuivi et il revient sur cette question lorsqu'il est condamné à l'Assemblée nationale en 2015. L'indépendance de la justice ne donne pas au juge le droit de juger selon ses caprices, ses préjugés, ses rancœurs. Dans la magistrature, comme partout ailleurs, il y a des gens qui honorent leurs fonctions, il y a aussi des pervers, des psychopathes, des militants aveuglés par leur idéologie. Alors pour quelqu'un qui a été une plume, il fait preuve de légèreté dans le choix de son vocabulaire. Quand on lit à travers les discours qu'il a écrits pour Nicolas Sarkozy, la capacité qu'il a à se servir du langage, on s'étonne qu'à l'oral, il puisse prendre comme ça le fait et cause d'une façon aussi peu nuancée pour son mentor. Il n'en reste pas moins que, là encore, quelque chose est déplacé. C'est-à-dire qu'il réagit comme si c'était à lui qu'on s'en prenait, comme si c'était lui qu'on attaquait. Peut-être parce que quand on est la plume de quelqu'un, on peut à un moment donné se prendre pour l'auteur, pour la personne dont on a écrit les textes. Quand on ne sait pas répondre de la place où on est, c'est souvent la colère qui prend le dessus. Voilà. Bon, deux remarques quand même. Vous n'êtes pas d'accord? Non, c'est pas ça. C'est deux remarques. D'abord sur l'épisode avec M. Romero. La raison pour laquelle je suis parti, elle est très simple. Moi, je ne fais pas de débat, j'en avais prévenu d'ailleurs. C'était pas lui qui était prévu au départ. Hein, donc, je devais faire un débat avec M. Leroux sur la politique familiale. Vous voyez, on était quand même très loin du sujet. Je ne participe pas à des débats, l'hétéro contre l'homosexuel, le noir contre le blanc, le catholique contre le musulman. Ça n'est pas ma conception de la politique. À partir du moment où le débat tournait de cette manière, je n'avais aucune raison de rester. Et là, le philosophe psychanalyste a parfaitement raison. Deuxièmement, notre psychanalyste et philosophe se trompe sur le deuxième sujet, parce qu'il ne s'agissait pas du tout de Nicolas Sarkozy, il s'agissait de moi, c'est-à-dire de la condamnation que je venais de subir en appel par un tribunal qui considérait que je n'avais pas le droit de m'exprimer. D'accord, le juge pervers, c'est celui qui vous a condamné. Non, le discours était plus général, mais il était inspiré par ce qui venait de m'arriver. Mais là, c'était un discours plus général, qui est mon discours sur la justice, c'est-à-dire qu'il y a dans la justice, comme dans tous les autres corps de métier, dans toutes les autres professions, il y a des gens qui font très bien leur métier, et puis il y a toutes sortes de gens. Il y a des idéologues, il y a des gens qui sont engagés. D'accord, vous énervez contre le juge gentil quand il non, mais là, c'est pas le juge gentil, c'était d'une façon générale. Mais sur la manière de le dire, parce que c'est vrai que c'est quand même rare d'entendre des mots aussi violents quand même. Vous êtes, pour quelqu'un, comme vous faites attention aux mots, on pense que c'est des mots que vous pesez.
C'est délibérément C'est délibéré. Pour vous, en tout cas, il faut utiliser, on va dire, tout le spectre du langage. C'est cela, quand on voilà. Mais quand on est indigné, il faut montrer qu'on est indigné. Il ne faut pas perdre son sang-froid. Même si quelque part, il dit, ça peut desservir aussi dans les médias aujourd'hui de se montrer. Oui, mais ça m'est égal parce que si on commence à se demander ce qui peut servir ou desservir, la seule chose dont on doit se préoccuper, c'est l'adéquation avec ses convictions, sa morale et l'idée qu'on se fait de sa dignité. Voilà. Ok. Bon, bah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Henri Guénaud.